Chère Taille, chère Taille, chères sœurs, chers amis, nous avons le bonheur d'être réunis aujourd'hui à la Maison de l'Inspire au hameau du Bas. Nous sommes le 7 novembre de l'an 2020 et nous avons aujourd'hui un enseignement pour la retraite sur la discrimination dans nos familles, avec nos amis et dans notre monde du travail. Parce que demain, Sœur Daonim va donner un enseignement plus vaste sur la discrimination aussi au niveau racial, la discrimination en ce qui concerne les religions. Donc, j'ai choisi de vous offrir, de nous offrir, de rechercher la discrimination beaucoup plus près de nous et même vis-à-vis de nous-mêmes, comment nous nous discriminons nous-mêmes. Nous allons commencer par retourner à nous-mêmes, si vous voulez bien, et puis respirer calmement, détendre notre corps. On prend une belle position, bien détendue. Nous savons que nous sommes entre amis, que nous avons la chance de pouvoir communiquer même si nous sommes très éloignés les unes des autres dans le temps dans l'espace. Mais nous avons cette chance de pouvoir quand même être ensemble. Donc, j'inspire. Je suis consciente d'inspirer. J'expire. Je suis consciente d'expirer. J'inspire. J'expire. J'inspire, je sais que la nature met une robe de belles couleurs sur les arbres. J'expire, je souris au bonheur d'avoir deux yeux pour contempler cette splendeur, l'automne. La nature en automne, merci à mes yeux.
J'inspire, je sais que je suis chez moi, dans ma maison. Et en même temps, je sais que je suis aussi au village des Pruniers, à la maison de l'Inspire. J'expire. Merci beaucoup à toutes ces possibilités qui nous sont données de nous contacter, de pouvoir communiquer. Chez moi, à la maison et au village, pour l'Inspire. Et à l'Expire, merci à tout ce qui nous permet de nous réunir. J'inspire, je suis chez moi. J'expire, je suis arrivé. Chez moi, arrivé. Moment présent, merveilleux moment de fraternité. Moment présent pour l'Inspire. Moment de fraternité, merveilleux pour l'Expire. Merci mes amis pour ce beau moment d'intériorité ensemble. Je reconnais beaucoup de visages familiers et je suis heureuse de vous retrouver. C'est un très grand bonheur. Ici, nous avons du vent. Le ciel est légèrement couvert, mais uniformément couvert, mais très haut. Et nous avons le passage des palombes et nous avons aussi le passage des grues. Elles nous annoncent des temps plus frais, on dira. Hein? Et elles traversent notre espace en direction du sud, cherchant à trouver un lieu pour vivre, qui est le lieu de leurs ancêtres. Depuis des millénaires, elles voyagent. Depuis des millénaires, elles ont ces routes bien particulières. Elles voyagent à travers l'espace sans boussole, sans carte, sans tom-tom. Vous imaginez, elles se déplacent librement dans l'air. Et aujourd'hui, j'étais très heureuse parce que le vent était très important. Et ça a dévié les palombes. Au lieu de passer par-dessus les collines où les chasseurs les attendent, elles ont été poussées par le vent, elles sont passées par la vallée. Il n'y a eu pratiquement aucun bruit, aucun son de fusil. C'était mon bonheur. J'ai une pratique par rapport aux chasseurs, parce qu'on parle de discrimination, n'est-ce pas? Alors il y a le choix entre protéger les chasseurs, qui sont nos voisins, on parlait dans le domaine proche, hein, qui sont nos voisins, ou protéger les animaux. Donc nous avons une prière, une façon
de non discriminer qui est très beau. Avec un regard profond, nous pouvons clairement voir que quelqu'un qui fait mal, qui fait du mal, va forcément un jour ou l'autre recevoir les résultats de ses actions. Pensée, parole, action. Presque tout le monde connaît ça parmi vous. C'est ce qu'on appelle le karma. Donc, je prie comme ça. Quand j'entends un coup de feu, si je peux physiquement m'arrêter, je m'arrête. Je porte mes deux mains à la poitrine et je pense à la fois au chasseur et au risque d'une vie difficile pour lui plus tard, dans cette vie ou plus tard. Et je pense aux animaux qui vont être blessés ou tués. Et alors, voilà ce que je fais. J'inspire, j'expire, je réunis toute mon énergie. Et je dis en pensant aux chasseurs et en pensant aux palons, aux sangliers, aux cerfs, aux animaux qui sont aux faisans qu'on élève et qu'on lâche dans la nature pour pouvoir avoir le plaisir de tuer un animal dans la nature. Et à ce moment-là, j'envoie mon énergie aussi bien à la victime qu'au bourreau. Et je dis ceci, qu'il ne souffre pas trop. Et j'envoie toute mon énergie, qu'il s'éveille, qu'il puisse toucher l'éveil, aussi bien celui qui a le fusil que l'animal qui va être blessé. Et je dis hommage au Bouddha de la terre du grand bonheur. Et j'envoie dans mon esprit, j'envoie mon énergie pour que le Bouddha du grand bonheur, de la terre du grand bonheur, soulage cette peine, prenne soin, aide à l'éveil. Et comme je suis coquine, j'avais envie de remplir des assiettes avec de la bonne nourriture du village des Pruniers que nous avons grâce à vous dans nos assiettes. C'est grâce à vous, nous avons à manger, nous pouvons vivre ici grâce à vous. Et partager cette nourriture et aller la porter aux chasseurs en leur disant « Je pense que vous devez avoir très faim pour tuer les animaux, donc si vous avez très faim, je vous apporte à manger. » Vous pouvez poser vos fusils, vous n'avez pas besoin de tuer pour manger. Mais avec cet esprit-là. Dans la même veine, certains d'entre vous connaissent cette histoire, mais ça ne fait rien. Nous étions au Vietnam avec Sœur Queen Yim. Nous étions à Saigon. Il y avait en face du temple Phap Van où nous habitions avec Thay. Et la grande Sangha, il y avait un marché ouvert. Et nous allions régulièrement avec Sœur Queen Yim. Et nous allions en général acheter à manger pour les petits mendiants. Voilà. On leur achetait des choses à manger, on ne leur donnait pas d'argent. C'était des enfants qui sont volés au Cambodge, à leur famille bien sûr, ou bien donnés par leurs parents parce qu'ils ne peuvent pas les élever, à la personne qui vient les réclamer, et qui sont mis sur le marché pour faire pitié et puis pour récupérer de l'argent pour une personne déterminée. Donc, on allait s'occuper des petits, on ne donnait surtout pas d'argent pour qu'ils puissent avoir quelque chose à manger, être sûr qu'ils allaient manger quelque chose. Ils avaient des paniers. Et nous avions repéré, donc ces enfants qui étaient des vrais mendiants, hein, des vrais petits mendiants, tous sales, avec leurs petites mains toutes sales. Je les ai vus un jour assis par terre, ils étaient heureux comme tout, alors je me suis approchée pour voir. Et puis, j'ai vu qu'ils avaient trouvé du vernis à ongles. Et ils avaient ouvert le pot de vernis à ongles et ils étaient en train d'en mettre sur leurs petits doigts tout noirs. Ils étaient contents, ils avaient des petits ongles tout rouges. Ils étaient vraiment contents. Et ils s'amusaient, ils étaient très joyeux. On les appelle les poussières. Ils s'appellent même de temps en temps la poussière des rues. Hein? Et puis j'avais remarqué, parce que nous sommes restés quand même une bonne huitaine de jours à Saigon, j'avais remarqué qu'il y avait un monsieur qui passait
bien habillé, très élégant, beau, bel homme, jeune, 35 ans à peu près, qui passait et qui, quand il s'approchait des enfants, les enfants ouvraient le sac. Et ils regardaient comme ça, presque sans bouger la tête, et les enfants fermaient le sac et l'homme continuait. Donc nous savions qu'il y avait un maître d'œuvre, n'est-ce pas, qui avait mis ces enfants-là. Et un jour, nous avons vu une petite fille qui devait avoir 10-12 ans avec un bébé à cheval sur sa hanche. Et nous avons vite compris ce qui s'était passé et que ça était la maman, en fait, de ce bébé, du monsieur. Et je parle de discrimination aujourd'hui. Alors, le jour où nous sommes partis, voilà ce que nous avons fait. Nous avons acheté à manger pour les enfants, comme d'habitude, des choses qu'apparemment ils aimaient. Et nous en avons acheté une part de plus, 2 parts de plus, 2 parts de plus. Alors nous avons distribué la nourriture aux enfants, et puis avec un pas plein, en pleine conscience, le cœur ouvert, l'esprit unifié, paisible, nous sommes allés vers le monsieur et il avait l'enfant dans les bras ce jour-là. Il était à l'écart des enfants, des grands, mais il avait le bébé dans les bras, le tout petit, pas un bébé, presque 1 an ou 1 an. J'ai tendu une banane au petit garçon qui était dans les bras de ce monsieur, avec un grand sourire plein d'amour. Je lui ai donné à manger. Le monsieur n'a pas bougé, il était un peu étonné. Et je me suis retournée vers le monsieur et je lui ai offert une banane et un petit pain, comme aux enfants. Et je lui ai dit, sans doute que tu dois avoir bien faim pour mettre les enfants dehors. Je me suis inclinée et je suis partie. Et la nuit, je suis allée lui rendre visite. Et je lui ai parlé dans mon cœur. Ça marche très bien, vous savez. Si vous voulez faire ça, que pour les choses belles, hein, n'allez pas faire des reproches surtout. Que pour les choses qui sont belles. Je suis allée le voir et je lui ai dit qu'il fallait qu'il arrête son métier, qu'il était jeune, qu'il était fort, qu'il lui allait falloir ramener chaque enfant dans les maisons dans lesquelles il les avait volés. Et même si ça devait l'emmener à être battu, tué ou mis en prison, c'était ce qu'il devait faire pour nettoyer son karma. Et que sinon, il se retrouverait dans la rue peut-être, dans la vie prochaine, un petit enfant ou un chien battu. Voilà. Vous voyez, essayez de sentir l'énergie qui m'habite quand je pense à ça. Vous sentez, il n'y a pas de discrimination du tout. Cet homme est dans l'ignorance. Cet homme ne sait pas ce qu'il fait. Il pense seulement à avoir de l'argent, à manger, profiter de la vie, être bien habillé. Il a trouvé des petits esclaves. D'où vient-il? Qui est-il? Était-il un enfant des rues lui-même? On ne sait pas. Ce qu'il a souffert, on ne sait pas. L'amour, dit Taï, c'est la seule réponse. Si j'étais allée le voir en le critiquant, je n'aurais rien changé. Aller le voir en lui parlant avec amour, en lui offrant ce qu'il cherche à avoir puisqu'il cherche à manger, en mettant les enfants dehors. C'était l'enseigner, mais je me suis mise sous la protection du Bodhisattva Avalokita pour que mes pensées, mes paroles et mes actions soient belles, justes, soient celles que Avalokita aurait pu avoir. C'était beaucoup plus grand que moi, cette action. Je vais demander un son de cloche, s'il te plaît.
J'inspire, j'expire. Je vois mes amis, nos amis, juste devant nous. Je me détends. Je ne me sens pas inquiète d'enseigner. Je n'ai pas le cœur qui bat. Je ne suis pas intimidée, anxieuse. Pas du tout. Pas du tout. Je sais que je parle à ma famille spirituelle. C'est comme si je parlais devant mes enfants, mes petits-enfants, mes parents, mes oncles, mes tantes, mes cousins. Donc, il n'y a pas du tout de crainte. D'où vient notre esprit de discrimination? Quand vous avez écouté l'histoire, aussi bien des chasseurs que quand vous avez écouté l'histoire de ce jeune monsieur, vous pourriez vraiment dire un monsieur, il était habillé vraiment élégamment, hein? De ce jeune monsieur et de ses petits esclaves. Comment votre cœur s'est-il senti? Quelle direction avez-vous pris? Avez-vous choisi l'animal contre le chasseur? Avez-vous soutenu le chasseur? Avez-vous soutenu le monsieur ou les enfants? Un jour, notre maître, au moment de la guerre du Vietnam, notre maître était aux États-Unis. Et il y a, je crois que c'est un journaliste qui s'était approché de lui, qui lui avait dit « Vous êtes vietnamien ?» « Oui. »« Vous êtes du Nord ou vous êtes du Sud ?» C'est pour savoir quel était son choix, n'est-ce pas? Et la réponse de Thaï a répondu « Je suis du centre. » Et oui, c'est vrai, il est du centre. Mais ce que voulait dire Thaï, c'est « Je ne prends pas parti. Je refuse de prendre parti. Je veux écouter des deux côtés. La souffrance est des deux côtés. Je veux pouvoir apporter la sagesse des deux côtés. Si je prends parti pour un contre l'autre, je ne fais que créer la guerre, continuer à arroser les graines de guerre, de violence, de désespoir dans tous les êtres. Donc, posez-vous cette question, je n'ai pas besoin de réponse. Pour regarder la façon dont nous avons l'habitude de regarder et d'agir. Nous avons en nous un cerveau reptilien. C'est un héritage de nos ancêtres animaux. C'est un héritage de nos ancêtres plantes aussi, parce qu'il y a des plantes qui ne peuvent pas vivre ensemble. Quand on les met ensemble, il y en a une des deux qui meurt. C'est toujours la même race qui va disparaître. Notre esprit est ainsi fait, donc, du fait de ce que nous avons reçu de ces ancêtres lointains et qui sont encore très vivants en nous, de nos ancêtres de cette terre. J'ai l'habitude de parler de monsieur et madame Cro-Magnon, nos ancêtres génétiques, hein? Mais bien avant déjà, depuis bien avant. Nous avons pris l'habitude, nous avons eu l'habitude, pour survivre, de penser qu'il fallait lutter pour survivre, se battre pour survivre. Et c'était vrai, certainement, à certaines époques. Nous avons eu l'habitude, pour survivre, de délimiter un territoire. C'est un territoire plus ou moins vaste suivant la civilisation dans laquelle nous sommes nés. Dans certains pays, la distance entre les personnes est vaste, large. Et il faut un certain espace pour que les personnes se sentent à l'aise. Et dans d'autres pays, c'est presque joue contre joue, nez contre nez. On peut aller jusque-là sans créer de problème avec l'autre personne. Se sent ni envahi,
ni agressé, ni prêt à être détruit ou détruite. Ce matin, nous avons entendu les 2 chats de la maison qui se battaient juste devant la porte là. Il y en a un qui est nouveau, il n'est pas accepté malgré la largeur, l'espace infini, pas infini, de très grand espace du village du bas, du hameau du bas. C'était pas assez pour celui qui était ici, qui habitait ici. Il s'est battu avec l'autre chat pour lui faire comprendre, ça c'est son territoire, ça c'est à moi. Ça c'est à moi. Il y a un soi et il y a une possession, quelque chose que l'on a à soi. Depuis qu'on est petit, on a appris à penser, tout petit, on a appris à penser, ça c'est ma maman, ça c'est mon papa et c'est à moi. Puis un jour, un frère ou une sœur pousse au milieu, là, repousse les parents un peu plus loin, et puis grimpe sur les genoux, envahit, tête le tétou de maman, ça va pas du tout, ça ne va pas du tout. Mais en tant qu'être humain, on nous a appris à ne pas réagir à ça. On nous a dit, ah ben non, c'est ton petit frère, c'est ta petite sœur, il ne faut pas bouger, tu peux lui faire mal, regarde comme il est mignon. Mais à l'intérieur, le chat sauvage réserve le territoire. Tétou de maman, c'est à moi. Donc, les genoux de papa, de maman, c'est à moi. C'est ma place. C'est ma place. Et les aînés ont beaucoup souffert de ça. Parce que il n'y avait pas une vraie explication. On disait seulement, il ne faut pas. Et puis, il ne faut pas être jaloux, voyons mon chéri. Il ne faut pas être jaloux ou jalouse. Ça n'a pas de sens de dire des choses comme ça. Dans la littérature, ça a un sens, mais autrement, ça n'a pas de sens. Il faut procéder autrement. Il faut faire comprendre à l'enfant qui est là et à l'enfant qui vient de naître aussi, au petit enfant qui vient de naître aussi. Il faut lui expliquer. Mon amour, tu arrives dans une famille déjà structurée. Tu as un grand frère, une grande sœur ou plusieurs. Regarde-les, on fait venir les enfants, on les présente. Voilà, ça c'est l'aîné, l'enfant comprend. Il ne comprend pas avec son cerveau, il comprend avec son alaya, avec sa conscience du tréfonds. Il a déjà beaucoup d'expérience de vie, donc il comprend. Il a des yeux très intelligents qui contemplent le monde et des grandes oreilles qui écoutent sans arrêt. Et on présente l'aîné. On lui dit, voilà, elle s'appelle comme ça, c'est ton aîné. Tu verras, tu vas apprendre à vivre avec elle, elle va apprendre à vivre avec toi. Et on fait pareil avec le suivant et avec la suivante. Et quand le petit enfant réclame beaucoup les bras, papa, maman doivent dire aussi au petit enfant, chacun son tour. Maintenant, c'est la place du grand de venir sur mes genoux. Pas pour tes tours, mais le prendre sur les genoux. Lui faire des câlins. Lui faire voir qu'il existe encore en tant qu'enfant. Et pas lui donner la responsabilité des bêtises de son petit frère ou de sa petite sœur. Les aînés souffrent beaucoup de ce genre de décision. J'en parle en connaissance de cause, j'étais l'aîné. Donc, si on procède comme ça tout doucement, on apprend à lâcher prise du territoire parce que ce territoire n'est pas en danger. Donc, on apprend à l'enfant aîné, son territoire n'est pas en danger. Son territoire peut être partagé. Et c'est merveilleux, vous savez, de pouvoir avoir un territoire dans lequel on se sent à l'aise et où on n'est pas en danger. Les parents doivent continuer à avoir vis-à-vis des aînés les mêmes douceurs qu'ils avaient avant la naissance du petit.
Et quand l'enfant se montre jaloux, lui faire reconnaître cette souffrance. Arrête-toi, mon amour. On respire ensemble. J'inspire, je sais, je souffre beaucoup. J'expire, je sais, je souffre beaucoup. Et on pleure, enfin, le petit pleure. J'inspire, je sais que cette souffrance s'appelle la jalousie. J'expire, je calme, j'embrasse tout doucement ma jalousie. J'inspire avec le nombre de respirations pour que l'enfant se calme. J'inspire et je sais que c'est un sentiment qui est passager, c'est impermanent. J'expire, je souris à ma jalousie. Mon papa et ma maman, mes grands frères, mes grandes sœurs m'aiment. Je n'ai pas de risque. Je ne suis pas en danger. Voilà, des pratiques comme ça. C'est très important d'apprendre soi-même et d'apprendre à nos enfants, à notre entourage, à découvrir le sens de notre souffrance, à mettre un mot sur la souffrance, de façon à ce que nous puissions la gérer. Notre taille a enseigné que lorsque l'on met un nom sur la souffrance, l'énergie, parce que c'est seulement une énergie la souffrance, l'énergie d'amour c'est l'énergie d'amour, l'énergie de joie c'est l'énergie de joie, c'est seulement de l'énergie. Si cette énergie est reconnue et nommée, alors elle décroît de moitié d'Itaï. Et je le crois parce que j'ai déjà pratiqué ce genre de choses. Et j'ai bien vu que ça n'avait plus la même importance entre le temps où je ne l'avais pas encore nommé et le temps où je l'avais nommé. Et je me laisse imprégner. Ne prenez pas des notes, mes amours chéris. Ça rentre tout seul dans la laya. Vous pourrez réécouter l'enseignement, il sera mis sur eux. Ne prenez pas de notes. Laissez-vous complètement ouvert sous la pluie du Dharma, s'il vous plaît. Hein? Il n'y a pas de jugement, hein? Pas de condamnation, pas de jugement. Juste se souvenir de ça. Hein? Se souvenir qu'en s'ouvrant, tout pénètre beaucoup mieux qu'en prenant des notes parce qu'on fait un effort intellectuel. Hein? Donc, il est important d'apprendre à l'enfant quand l'enfant est encore dans le palais de l'enfant, près du cœur de sa maman. Notre fille faisait ça. Quand elle éprouvait une tristesse ou de la colère ou un autre sentiment désagréable, elle mettait ses mains sur son ventre et elle disait à son bébé, « Mon enfant chéri, mon tout petit, ça s'appelle la tristesse. Tu ressens, c'est pas agréable du tout. » Et elle respirait doucement. Ça s'appelle tristesse. Mais tu n'es pas responsable de ma tristesse. Tu peux vivre tranquille avec ce sentiment. Ma tristesse est venue, ma tristesse va partir. Elle faisait pareil pour la colère. Tu n'es pas responsable de ma colère. La colère est venue et elle va partir. Pas de souci. Vous voyez, on peut commencer très très jeune. Et l'esprit est capable, l'esprit d'un tout petit est complètement connecté, donc il vit exactement ce que vit la maman et le papa et la communauté qui l'entoure et la famille plus vaste et le travail de papa. Elles ressentent tout, ils ressentent tout. Ils sont complètement ouverts. Donc, étant complètement ouverts, ils sont disponibles à toutes les émotions possibles. Ça me paraît important pour nous de nous rappeler ça. Je vous rappelle des choses que vous devez connaître certainement déjà depuis un certain temps. Comment pénètrent en nous ces sentiments difficiles
qu'est la discrimination, ce sentiment difficile qu'est la discrimination. J'ai fait des dessins. J'espère que vous allez les voir correctement. De toute façon, vous les... Non, ça va, je vais l'approcher. Vous les connaissez déjà tous par cœur. Je sais qu'il y a deux petites jeunes filles là, hein, toutes neuves, hein, qui connaissent peut-être pas plus, hein, qui connaissent pas tout ça déjà. Plusieurs personnes. Voilà. Alors, notre maître a eu la sagesse de nous faire voir la sagesse de nous plus haut. On va le mettre sur Tindo, ça va? Oui, un petit peu reculer, un petit peu, simplement. Voilà, comme ça. À gauche. Non, à l'envers. Voilà, stop, stop. Non. À l'envers. Non, c'est... Voilà. C'est flou? Est-ce que vous voyez quelque chose? Maintenant, c'est le bas. Je vais expliquer. Je vais commenter. Oui, Sur tu peux lui Tindo. donner. On va le donner sur un autre écran sur Tindo. Elle va le mettre sur son écran. Notre maître a représenté nos consciences, notre corps tout entier et l'univers dans ce dessin. C'est un cercle séparé en deux. Et ce cercle représente toutes nos consciences. Alors, vous avez en bas la conscience du tréfonds. Non, je préfère pas me voir. Merci. En bas, vous voyez la conscience du tréfonds. Elle nous a fait voir avec sa main. C'est la 8e conscience. Voilà, tout ça. C'est la 8e conscience. C'est imaginaire, hein? C'est un dessin, c'est pour représenter. Dans cette 8e conscience, il y a des graines qui sont neutres au milieu, des graines qui sont positives de bonheur et des graines qui sont négatives, c'est-à-dire de souffrance dans l'autre sens. Voilà, des graines de souffrance, des graines de bonheur. Nous avons à l'intérieur de cette conscience du tréfonds qu'on appelle encore l'Alaya Vijnana, nous avons les mémoires de tous nos ancêtres, même animaux, même plantes, même minérales. Et nous avons en même temps la conscience de tout l'univers. Le Bouddha, lorsqu'il s'est éveillé, son alaya s'est complètement ouvert et il a connu tout de tout l'univers. Pour nous, il est fermé pour le moment. De temps en temps, il lâche des petites bulles. Voilà. À l'intérieur, donc, il y a des graines de bonheur, des graines de souffrance et des graines qui sont neutres. Juste au-dessus, nous avons Manas, qui est la 7e conscience. Manas, c'est celle qui discrimine, c'est notre cher ami discriminateur. On l'appelle l'amoureux parce qu'il est amoureux d'une image qu'on se fait de nous. Et il va essayer de nous maintenir dans cette image que nous nous faisons de nous. Et pour ce faire, il puise dans les graines qui ont été largement arrosées au-dessous. Il s'en accapare et il nous identifie donc aux graines qui sont en bas, dans cette conscience. La 6e conscience s'appelle la conscience mentale. Voilà, c'est un grand espace bien défini. Cet espace-là, cette conscience mentale, c'est là où se trouve quand on reconnaît quelque chose, quand on voit quelque chose, qu'on reconnaît quelque chose. Et les pensées qui montent en nous sont à l'intérieur de cette conscience mentale. On l'appelle également le jardinier.
Parce que ce jardinier-là, s'il entretient les choses négatives, il cultive les graines négatives qui sont au-dessous. S'il cultive les graines positives, il va faire un beau jardin dans la laya, dans la conscience du tréfonds. Et puis ensuite, vous avez en haut les 5 consciences. Conscience du corps, du goût, voilà. Hein? Vous les voyez toutes, hein? L'oreille, la bouche, les oreilles, le nez et les yeux. Ce sont les 6 organes d'essence qui ont eux-mêmes leur objet d'essence et qui ont également les 5 consciences qui vont avec. Est-ce que vous me suivez? Ça va? La tête de mes amis, c'est comment? Vous arrivez à suivre? Ça va? C'est clair? Pour les nouveaux, c'est clair? Mes nouveaux amis, nos nouveaux amis? Oui, oui, il y a des signes, oui, oui. Ça va, sœur, c'est bien. Ça va. S'il y a des signes, oui, oui, ça va. S'il y a des signes, non, non, s'il vous plaît, envoyez-nous des messages urgents pour qu'on puisse vous secourir. Hein? OK? Alors maintenant, on va passer au dessin suivant. On va le donner à sœur Indo. Voilà. C'est écrit peut-être un peu plus petit. Non, ça va aller? Donc, nous nous retrouvons devant le même schéma, exactement le même. Mais il y a quelque chose qui est apparu qui est différent. Nous allons prendre, d'abord, comment rentrent les émotions à l'intérieur de nous. Ils ont 5 portes. La porte des organes d'essence. Hein? Ça rentre par les yeux, par le nez, par la bouche, par les oreilles, par la peau. Hein? Voilà. Et puis, ça rentre aussi par le mental. C'est-à-dire, une idée nous traverse, elle est porteuse de bonheur neutre ou bien de tristesse et de désespoir. Voilà. Donc, là, nous avons tout ce qui, les 5 skandhas, ça s'appelle les 5 skandhas, les organes d'essence avec le corps. Voilà, les 5 organes d'essence avec le corps. Hein? Donc, nous avons là et puis le mental. Nous allons regarder la fleur. Vous voulez bien, nous allons nous tourner vers l'objet d'essence de l'œil. L'objet d'essence de l'œil, en l'occurrence, c'est une fleur. Elle est à l'extérieur. Voilà. L'œil par lui-même ne transmet pas n'est pas un organe qui voit, il est un organe capteur. Il y a les nerfs qui se succèdent derrière et qui vont aller jusqu'à l'arrière de la tête, hein, là où se projettent les images. Ils vont traverser ensuite, ça donne une stimulation électrique qui va traverser ensuite des zones basses, profondes, le cerveau reptilien, puis ensuite sera distribué, qui va trier, qui va dire s'il y a un danger ou pas, si c'est dangereux ou pas, et si on doit réagir ou pas. Et en général, c'est immédiat, c'est une fraction de seconde, même pas, millième de seconde. Et ensuite, ça va être vu, visité, corrigé, reconnu, etc. dans le cortex, lobe frontal et cortex. Donc, ça, c'est pour expliquer comment ça fonctionne. On voit une fleur, elle est neutre. La fleur par elle-même, elle est neutre. Elle n'est ni belle, ni laide, ni quoi que ce soit. Elle est une fleur. Elle est faite avec les 5 éléments, 6 éléments. La terre, l'air, l'eau, le feu, soleil, l'espace, non, c'est pas marqué dessus, l'espace, la conscience. Une fleur est faite de tout ça. Eh bien, nous sommes faits également de la même chose. Nous sommes faits de la terre, de l'air, de l'eau, du soleil, de l'espace et de la conscience. Elle est complètement neutre. La fleur par elle-même est complètement neutre. Il y a une première façon de voir. La première ligne, qui est la plus à gauche, à ma gauche. Oui, c'est ça, plus en bas. Elle descend directement de l'œil, qui est en contact avec la fleur. Elle descend et elle touche le neutre, puisqu'elle est neutre.
Si elle à ce moment-là, elle remonte dans la conscience mentale pour être reconnue, parce que là, on n'y a pas accès. Elle monte dans la conscience mentale, elle est reconnue. Mais elle est neutre, c'est une fleur. Si on peut toucher vraiment la fleur comme elle est, sans rien ajouter à elle d'émotion, on peut dire « this is it ». C'est l'objet tel qu'il est. On ne met rien dessus. On est en contact avec la réalité telle qu'elle est. Et c'est ce but, notre but de pratique, c'est d'obtenir cela. C'est-à-dire de voir les émotions qui vont être mises sur un objet et de reconnaître ensuite l'objet tel qu'il est et nous libérer des émotions. La deuxième solution, c'est celle qui passe par le milieu. Voilà, c'est ça. Elle descend toujours neutre. Hein. Ça passe par l'œil, mais la fleur, elle continue à être neutre. Elle touche le neutre, mais en même temps, ça ne touche pas que le neutre, ça touche aussi une émotion parce qu'on reconnaît à l'intérieur de la laya, on reconnaît qu'il y a quelque chose, c'est quelque chose qu'on connaît déjà. C'est une fleur qu'on connaît déjà et il y a une sorte d'émotion qui pénètre. Et on voit la ligne rouge qui remonte, l'émotion négative, qui remonte à gauche et qui va s'épanouir dans le mental, dans la sixième conscience. Et elle va être reconnue comme quelque chose d'infiniment triste. Par exemple, les chrysanthèmes pendant le moment de la Toussaint, par exemple, on peut, ou bien une plante, on vous a offert quelque chose de très beau, cette personne a disparu, chaque fois que vous voyez la plante, vous pensez à cette personne et vous pensez à cette disparition. Vous êtes dans ce cas de figure. Et bien sûr, il y a discrimination là, hein, d'accord? Et le cas de droite, toujours, cela descend d'abord vers le neutre, au milieu, vers le neutre, mais ça va toucher, voilà, c'est ça, descend encore, le neutre, puis ensuite ça va toucher les graines positives, et dans le mental, il y a une fleur positive qui va sortir. Oh mon Dieu, c'est merveilleux, il y a cette fleur me rappelle, moi j'aime beaucoup par exemple les grenadiers en fleurs, c'est une fleur que j'aime énormément, des pétales qui ne perdent pas leur couleur même sur 3 ans, très fine, et la base est comme de la cire rouge solide qui va donner une grenade au futur. Et nous sommes à ce moment-là dans la conscience mentale avec une sensation positive. Bien sûr, le fait de dire négative, positive et neutre, ce sont des désignations conventionnelles. C'est ce que nous avons appris à nommer. Et si j'ai nommé en rouge la douleur, c'est parce que souvent elle est nommée en rouge. Et j'avais peur que le vert ne marche pas, donc soit trop pâle pour vous. Donc je l'ai fait en marron clair pour les positives. Est-ce que c'est clair pour le moment? Parce que nous sommes des monastiques, nous aimons le marron, a dit notre sœur, sœur Sanim. Pas de réaction? Personne n'est perdu pour le moment? Oui, ça va. Une personne? Non, ça va, c'est bon. Bon, mes dessins ne sont pas trop, voilà, sont pas trop mauvais. Je vais essayer, la prochaine fois, je vais essayer de faire encore mieux. Je vais faire un peu plus, non pas plus grand pour le cas. Mais ce que je ferai, je vais utiliser des papiers calques sur lesquels je vais dessiner les couleurs et tout ça. On les enlèvera les uns après les autres, ça sera plus facile. Hein? On pourra les mettre dans l'ordinateur aussi. Voilà, voilà. J'ai plein de solutions qui sont en train de s'ouvrir face à mon espérance. Hein? Ça va toujours. Je continue. Donc, vous avez vu que l'objet n'est reconnu que quand il apparaît à l'intérieur de notre mental. Jusque-là, quand il est en bas, quand il est à l'extérieur et quand il est en bas, il n'est pas reconnu, on ne le voit pas.
lorsque la conscience entre en contact, quand l'œil entre en contact avec l'objet et quand il y a la conscience de l'objet, instantanément, le sujet et l'objet font un. Il n'y a plus de distance entre l'objet et le sujet. Maintenant, je vais vous raconter une histoire très sympathique. J'ai joué avec j'ai une gentille attendante avec moi en ce moment, très gentille. Elle s'appelle Sœur Hinduk. Et hier au soir, c'est hier au soir ou avant-hier, je l'ai fait rentrer dans la petite salle de méditation parce que avant-hier au soir, je voulais lui faire découvrir quelque chose. Alors, il faisait nuit, nous étions assises dans la salle de méditation. Il faisait donc tout noir dehors et la salle de méditation était éclairée seulement par le Bouddha, qui était éclairé lui-même. Donc, ce n'était pas une lumière spectaculaire. Et sur les vitres, que voyons-nous? Le Bouddha. Et on se voyait nous-mêmes, toutes les deux. Parce que quand il fait nuit, les vitres deviennent des miroirs. Vous êtes d'accord? Il faut que j'ai votre accord avant de continuer. Non, non, c'est vrai. Si vous n'avez pas vu ça, ça va servir à rien ce que je vais raconter. Vous avez remarqué ça? Quand il fait nuit dehors, ce qu'on voit, c'est l'intérieur en fait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis retournée vers ma petite sœur et je lui ai dit, quelle idée les sœurs ont-elles eu de mettre le Bouddha dans le jardin? Avec une voix un peu comme ça. Non, mais qu'est-ce que c'est que ces façons de faire? Pourquoi ont-elles mis le Bouddha dans le jardin? Elle m'a regardée un peu étonnée. Sœur Yakni ne va pas très bien ce soir. Elle est fatiguée, elle a écouté longtemps. Eh bien, ça, c'est la façon dont nous regardons le monde. C'est notre façon de regarder le monde. Nous projetons sur le monde, comme je viens de vous faire voir avec les différentes émotions sur la fleur, qui est neutre, nous projetons sur le monde notre vision intérieure du monde. Quand on voit quelqu'un, on dit « Oh, je l'adore, elle est merveilleuse ». Et là, on met plein d'étoiles autour, c'est merveilleux. Et celle-là, mais je ne peux pas la sentir, je ne peux pas la voir. Vous voyez les expressions? Très claires. Hein? Mais qu'est-ce que nous ne pouvons pas sentir? Qu'est-ce que nous ne pouvons pas voir? Qu'est-ce qui est là, devant nous, sinon quelque chose de neutre, complètement neutre, fait de terre, d'air, d'eau, de feu, de conscience et d'espace? Mais ça touche des graines en nous et instantanément, nous envoyons l'image que nous avons, ce que nous avons perçu de cette personne, ce que nous croyons que cette personne est, suivant les expériences que nous avons vécues avec elle. Donc, ça peut être des expériences agréables, neutres ou négatives. Et nous allons, en voyant cette personne instantanément, projeter sur cette personne l'image intérieure, non pas, on ne verra pas le jardin dans l'obscurité, on va voir le Bouddha dans le jardin. Et ça, j'ai beaucoup insisté avec ma petite sœur pour qu'elle n'oublie pas ça. C'est-à-dire au moment où il y a une tentation de répulsion, de rejet, d'incompréhension et tout ça, se dire « Ah, le Bouddha est dans le jardin ». C'est gentil comme phrase. Hein? Ah, le Bouddha est dans le jardin, ça y est. Sœur Yaknim a encore envoyé son message. Le Bouddha est dans le jardin. Devant quoi suis-je en réalité? Qu'est-ce que je regarde en réalité? Qui je regarde en réalité? Le Dalai Lama nous a dit quelque chose qui m'a énormément aidé, énormément touché. Ce que nous croyons être le caractère d'une personne. Ah, cette personne a du caractère. Hein, ou le caractère que nous avons. Hein, ça n'est rien d'autre que des formations mentales et des habitudes, des énergies d'habitude. C'est tout. Aïe, aïe, aïe. Vous survivez, ça va?
C'est dur, hein? Mais c'est vrai. Mais c'est vrai. On nous reconnaît à notre façon d'être, à notre façon de marcher, à notre façon de manger. On nous reconnaît à notre façon de parler. Ce sont simplement des énergies d'habitude. Si pendant des années, nous nous sommes entraînés à réagir violemment quand quelqu'un nous faisait des misères, on dira, ça c'est bien elle alors. Hein? Mais ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas limités par cette action. Nous ne sommes pas limités par cette façon d'agir, de penser, d'être, n'est-ce pas? Nous sommes beaucoup plus grands que ça. Dans le sutra de la meilleure façon de vivre seul, le Bouddha dit « Je ne suis pas ce corps, je ne suis pas ces sentiments. » Dans beaucoup de textes, beaucoup de sutras du Bouddha, celui donné aux malades, je ne suis pas ce corps, je ne suis pas ces yeux, je ne suis pas ce nez, je ne suis pas cette bouche, je ne suis pas prisonnier de ce corps, je ne suis pas prisonnier de cette bouche, je ne suis pas prisonnier de mon mental non plus, de mes pensées. Je ne suis pas prisonnier. Tout ça, ce sont les 5 skandhas réunis. Mais nous sommes beaucoup plus grands que ça. Nous sommes infiniment plus grands que ça. Donc, quand nous avons de la discrimination qui naît en nous vis-à-vis de quelqu'un, essayons de regarder le Bouddha dans le jardin, en souriant au Bouddha dans le jardin. Allons bon, ça y est, je suis encore prisonnière du Bouddha dans le jardin. Ça ne va pas du tout. Il faut que je change ma façon de faire. Il faut que je change ma façon de voir. Quelles sont les qualités de cette personne? Et si je ne suis pas capable de le faire, ce qui se peut, demander aux amis de cette personne de me donner les qualités. Demander aux familles des personnes de me donner des qualités. Parlez-moi d'elle. Parlez-moi de lui. Dites-moi ce qu'il aime faire, qui est beau, qui est agréable, qui est gentil. Dites-moi tout ce que cette personne est à travers. Et nous savons bien que cette personne est parce qu'elle a eu cette famille, parce qu'elle a eu ses parents précisément. Elle a hérité de ses parents. Elle a appris à parler comme eux, à marcher comme eux, à se tenir comme eux. On apprend tout à un enfant. Hein? Même à aller faire sur le pot, même à manger, même à tenir une cuillère, même à se chausser. On apprend tout à un enfant. Donc ce que nous savons faire, ça vient tout des ancêtres, d'une lignée immense d'ancêtres. Nous n'avons pas inventé grand-chose en réalité. Si cette personne parle de cette manière, s'exprime de cette manière, bouge de cette manière, c'est la base, c'est la famille d'abord. Et puis ensuite le milieu social dans lequel elle s'est déployée. L'école, ce qu'elle a reçu comme éducation à l'école, les amis qu'elle a fréquentés, les livres qu'elle a lus, tout ce qu'elle a recherché comme connaissance. Mais si cette personne avait été élevée par un loup, par exemple, ou une lionne qui avait perdu ses petits, elle saurait très bien faire pour courir après les lézards ou les oiseaux pour les capturer et les manger. Elle les mangerait tout crus. À quoi elle penserait sinon à la survie? À rien d'autre, n'est-ce pas? Pas grand-chose.
n'est-ce pas? Donc nous sommes ce que nous avons reçu. Il n'y a pas de soi séparé. Nous sommes profondément ce que nous avons reçu. Et c'est ce que veut dire aussi le Dalai Lama quand il dit ça. Le caractère de cette personne n'est rien d'autre que des habitudes d'énergie. C'est ça ce que ça veut dire. Est-ce que vous êtes d'accord que si vous aviez été élevé par une lionne ou par un loup, vous ne pourriez pas être assis tranquillement dans la pièce, là, bien coiffé, bien habillé, ne vous léchant pas les mains pour vous essuyer la figure, des choses comme ça, non? Ça vous fait rire, mais c'est la vérité. Donc même ce que nous manifestons dans ce monde, c'est nos ancêtres, notre civilisation. C'est aussi la terre à travers les 6 éléments. Donc l'autre personne, elle est faite de la même chose. Elle est faite des 6 éléments, elle est faite de sa famille, elle est faite des pensées qu'ont développé la famille, des choix de vie qu'ont développé leur famille. Elle a appris à ne pas contenir ses émotions, ou bien au contraire à contenir ses émotions, suivant sa famille, suivant ce qui lui a été demandé de faire. Vous comprenez? C'est très facile, en fait. Ça nous soulage. Nous ne sommes pas un petit soi séparé. Quand je vois marqué, maintenant, avant je ne savais pas, mais quand je vois écrit, c'est un autodidacte, je m'incline avec beaucoup de respect, je souris. Je dis, il a eu le courage de chercher ce qu'il n'avait pas pu trouver d'emblée. Pour moi, ce n'est pas un autodidacte. Il n'y a rien de auto là-dedans. Il n'y a rien de soi séparé là-dedans. Parce qu'il a lu des livres, il a appris des choses, il a écouté des émissions. Vous comprenez? Mais il y a bien quelqu'un en face de moi là. Il y a plein de merveilleuses personnes en face de moi. Parce que ça n'est pas l'annihilation. C'est simplement apprendre à découvrir que nous n'avons pas de soi séparé. Mais il y a bien quelqu'un qui s'appelle Sœur Sanine, Sœur Tindo, Sœur Hindek, et puis Bénédicte qui est avec nous aussi dans la pièce. Vous ne pouvez pas les voir, on a une caméra trop petite. Mais vous les verrez tout à l'heure, on vous les fera voir. Demandez un petit son de cloche. Les complexes qui nous traversent sont aussi la base de la discrimination. Complexe de supériorité, complexe d'infériorité et complexe d'égalité, ils ont encore leurs racines profondément inscrites dans la discrimination. Il est mieux que moi, elle fait mieux que moi, je vaux rien. Oh ben, je le vaux bien. Et pour qui se prend-il? J'ai bien sa valeur quand même. Tout ça, c'est la discrimination. Nos complexes nous maintiennent dans un état de discrimination profonde, même s'ils s'avèrent ne pas être toujours présents à chaque instant. Donc là, s'il vous plaît, vous regarderez chez vous, dans vos complexes, et regardez comment vous pouvez essayer de transformer ces complexes, de vous aimer comme vous êtes. De vous aimer comme vous êtes. Nous vous aimons comme vous êtes. Nous n'avons pas besoin que vous changiez. Personne n'a besoin que vous changiez. Et nous ne pouvons pas changer les autres. Nous ne pouvons absolument pas changer les autres. Si vous lâchez ça, si vous écoutez ça, si vous le vivez, plus de conflits à la maison.
C'est fini. Plus de conflit. Mais enfin, comment ils mangent? Non, mais c'est pas possible. Je pense pas des enfants pour les éduquer, hein, mais des personnes avec qui nous vivons. Hein. Et respecter dans l'enfant sa propre personnalité, qui lui vient ailleurs aussi. Hein. Il apparaît au monde, mais il n'est pas que nous. Hein. Il est tous les ancêtres. Hein. Donc, il se manifeste comme ça. J'ai aucune idée de l'heure. 10h51, oui, t'en passes, hein. Nous travaillons en profondeur, il faut dire. Hein. Nous travaillons en profondeur, hein. Jusqu'à 11h15. Ouf, je vais y arriver. Oui, oui, 11h15. Quand les parents ne sont pas d'accord, vous savez, ça arrive ça dans les familles. Les parents ne sont pas d'accord. En plus, quelquefois, je vais changer de position par de moi. Non, non, non. Non, 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 non. Merci, mes sœurs. Elles ont l'habitude depuis 23 ans de se plier aux volontés, nécessités. Donc, elles vont bien continuer quand même. Oui, j'ai toujours énormément de chagrin. Je dis plus que peine, de chagrin quand j'entends « Vous ne vous sentez pas blessé si ça vous est arrivé ?» Parce que c'est l'ignorance. L'ignorance. C'est d'entendre dire « Oui, ben, tu ressembles, toi, au moins, tu ressembles à ton père, je peux plus te souffrir. » J'ai entendu des choses comme ça dans les parents séparés, ou en voie de se séparer, ou simplement parce qu'ils ne s'entendent pas. Et où l'enfant, c'est vrai, physiquement, il ressemble à papa ou à maman. C'est vrai. Il est fait de papa, il est fait de maman. Moitié, moitié. Et il a été élevé avec papa, il a été élevé avec maman. Donc, moitié, moitié pour tout ce qui concerne la façon d'être, de parler, de se tenir, etc. Et quand l'enfant entend ça, et qu'il sait très bien que c'est dit dans un sens franchement négatif, profondément négatif, cet enfant peut être blessé à vie parce qu'il se sent discriminé. Papa est discriminé, maman est discriminée, je suis discriminé. Je n'ai pas la valeur du reste de la famille. Je suis celui qui ressemble à celui qui est discriminé. Et là, vous vous souvenez de Manas, la petite limite, la 7e conscience, là au milieu, hein, vous vous rappelez? Il est content comme tout. Il fonce, il précipite au fond de la laya, il prend toutes les graines négatives, la colère, la jalousie, le désespoir, la haine, le total. Il remonte ça dans la conscience mentale, il remonte ça dans la conscience mentale et le pire de tout, il va cultiver cette souffrance. Il va se dire, oui, c'est toujours la même chose, ça ne change pas, on me dit toujours la même chose, maman ne m'aime pas, papa ne m'aime pas, je ressemble à un, il n'est pas aimé, moi non plus. Et il y a une forme de complexe d'infériorité qui est cultivée d'une façon remarquable. J'ai parlé tout à l'heure en vous disant que la conscience mentale, on l'appelait le jardinier. Plus on garde dans le mental des choses douloureuses et négatives, plus les graines en dessous sont cultivées en même temps et où on développe ces complexes, on développe ces souffrances, on développe la haine, on développe... Vous voyez? Mais il y a juste à côté, plein de graines positives. Il suffit de jumper, ça me plaît bien aujourd'hui, de sauter d'une graine à l'autre en disant « Ah, si je vais dans cette direction, c'est la catastrophe. » Il y a des jeunes, c'est la cata. Donc, c'est la catastrophe, je n'y vais pas. Je ne vais pas cultiver ça. Je refuse d'aller dans cette direction-là. Je refuse d'aller dans cette direction. Je veux modifier
modifier la perception, la vision que j'ai du monde et de moi-même. Je veux arrêter de voir sans arrêt le Bouddha, encore que c'est beau, le Bouddha dans le jardin. C'est-à-dire de ne pas voir la réalité telle qu'elle est. C'est un petit enfant, il a sa personnalité, il grandit, il est beau. Mon bien-aimé a vécu, ma bien-aimée a vécu des choses difficiles dans sa vie. Il souffre en ce moment, cela se manifeste. Je vais essayer de regarder cet être que j'aime avec les yeux les plus justes, les yeux neutres. Il a des tas de qualités, des tas de beauté. Je regarde ça comme une réalité. Et je cultive cette réalité. Nos ancêtres ont été extrêmement sages. Attachez vos ceintures. Ils disaient, ma belle-mère, mon beau-père, ma belle-fille, mon beau-fils. Mais pourquoi? Vous êtes posé la question? Dans certaines familles, on dit, en parlant des personnes qui viennent habiter dans nos familles, on dit ce sont des pièces rapportées. Vous avez entendu ça déjà? Ce sont des pièces rapportées. Voilà. Alors on est la pièce rapportée. Quand on me demande combien j'ai d'enfants, je dis j'en ai 4. Je suis très, très contente d'en avoir 4. Mais j'en ai mis au monde 2. Alors j'ai vraiment une belle, belle fille qui est aussi belle que ma première fille. Et un beau fils qui est aussi beau que mon premier fils. Comprenez? C'est ce que voulaient nous faire comprendre les ancêtres. Mon beau-père, c'est un second papa. J'ai une chance extraordinaire de l'avoir. C'est mon beau papa. On dit aussi beau papa. Je l'ai entendu dire. C'est mon beau papa. C'est ma belle-mère. Belle maman, ma deuxième maman. J'ai la chance d'avoir une deuxième maman qui est belle, une belle mère. Et je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour ne pas avoir des pièces rapportées, mais de l'argenterie hein, à la maison, où toutes les pièces seront identiques, vues de la même manière, brillantes, belles, précieuses, soigneuses. Vous aviez tous une ceinture de sécurité parce que je sais que quelquefois, entendre ça, ça peut faire bondir. Et cependant, j'ai encore un petit peu de temps. D'où viennent les conflits et la discrimination, justement, entre ces pièces rapportées et nos propres familles? Pareil au travail, hein, pareil au travail. Les nouveaux qui arrivent, les anciens qui traînent, qui n'arrivent pas à partir parce qu'on aimerait bien avoir leur place, quoi. Hein, ça commence à bien faire un peu de place pour les jeunes, s'il vous plaît. Retirez-vous. Vous n'avez pas envie de prendre une retraite anticipée? Voilà. Hein, ça existe, non? Hein? Oui, hein, vous connaissez ça. Hein? Tout le monde connaît ça. Hein? On a même senti peut-être ça de temps en temps. Donc, il n'y a pas de... Souriez, hein? Il n'y a pas de jugement. Il ne faut pas vous juger. Nous sommes prisonniers de quelque chose qui s'appelle l'ignorance. L'ignorance, c'est-à-dire l'état de séparation entre les gens. Nous vivons dans un état de séparation, très souvent. Maman m'a dit récemment, tu sais Babette, c'est terrible. Avant, les corbeaux, tous les matins, ils venaient en très grand groupe. Tu sais pas ce qu'ils font maintenant? Ils viennent par un, par deux ou par trois. Non mais ça va pas. Et je lui ai dit, mais maman, ils nous ressemblent. On a tendance à vivre de plus en plus séparés. Les corbeaux sont au courant, ils font pareil. Je devrais vous faire rire avec cette histoire-là quand même. Moi, ça me fait bien rire parce que c'est vrai. C'est vrai que nous sommes sous l'influence de l'énergie collective, de la planète tout entière. Ça m'a fait perdre ce que je voulais vous dire.
Je respire et je vois. Mon bouchon de thermos n'a pas de complexe d'infériorité par rapport à un verre de cristal, par exemple. Il sait qu'il me sert quand j'en ai besoin. Et le verre de cristal ne va pas lui dire « Non, mais à quoi ressembles-tu? Mais as-tu vu ton allure? Est-ce que c'est possible d'être comme ça? » Non. Vous les avez jamais entendus se battre. Vous n'avez jamais assisté à une querelle entre des objets comme ça, hein? Non. Il s'est passé quelque chose à Eyabé. Une statue du Bouddha, quelqu'un lui a cassé le nez, brisé le nez, et blessé un peu le visage, mais à peine, c'est superficiel. Pourquoi je vous parle de ça? Pourquoi cette personne, pour moi, ça a été très violent, mais en même temps, ces Bouddhas, ce sont des Bouddhas qui viennent de Borobudur, ce sont des Bouddhas qui viennent de très loin et qui sont faits normalement avec de la lave de volcan, sculptés dans la lave de volcan. Et là, il s'est avéré que sous la couche noire, dessous, c'est blanc. Hein? Vous avez remarqué? Tu as vu? Tu n'as pas regardé. Et j'ai pensé à quelque chose, j'ai pensé à la discrimination, parce que je ne sais pas pourquoi ces personnes ont agi comme ça. Est-ce que c'était un acte anti-religieux ou si c'était un acte contre la différence de couleur, ce qui était possible aussi. Et j'ai pensé à quelque chose, en imaginant que ce soit les couleurs. Quand il a cassé le nez, il ou elle, hein, je suis en train de dire il, là ça ne va pas du tout, il ou elle a cassé le nez, qu'est-ce qui est apparu? La couleur blanche dessous. Et peut-être que cette personne s'est arrêtée en pensant « Qu'est-ce que je suis en train de faire ?» Pour moi, ça a été révélateur. C'est la vision personnelle, la vision que j'ai eue. Dans nos familles, nous accueillons tout le monde, quelles que soient leurs origines, d'où qu'elles viennent, d'où que viennent ces personnes. Nous sommes heureux de vivre ensemble. Dans notre communauté, en plus, c'est flagrant. Nous avons beaucoup de personnes venues de différents pays. Nous apprenons à vivre ensemble. Je sais que c'est quelque chose comme 1,3 g ou 1,5 g de mélanine qui sépare la personne la plus pâle de la personne qui a une peau la plus sombre. 1,3 g ou 1,5 g, vous vous rendez compte? C'est rien. Il n'y a pas de différence. Mon petit garçon qui s'appelle François-Régis, qui a maintenant 45 ans, donc je ne le mets plus sur mes genoux, c'est fini. Même si sa sœur pourrait être jalouse. Donc mon petit garçon, il était petit à ce moment-là, il devait avoir 2-3 ans. Il était sur mes genoux, nous étions dans le bus à Lyon, et un beau monsieur africain, je pense peut-être sénégalais, s'est installé en face de nous. Et mon petit garçon, pour la première fois, avait eu la chance de rencontrer quelqu'un de différent. C'était une grande chance. Rencontrer quelqu'un de différent. Pas croire que tout le monde se ressemble. Et ce monsieur s'est assis en face de nous, bien confortablement. Et mon petit garçon, très curieux, se tourne vers moi, il me dit « Maman, il est tout noir, mais fort, je veux dire. » Et moi, je ne savais pas, parce qu'on est bête. On ne sait pas, on a peur que la personne soit blessée. Alors, je regarde mon petit garçon avec inquiétude, un peu inquiétude, puis le monsieur,
qui se penche vers l'enfant avec un grand sourire et qui dit « Je suis tout noir ». J'ai respiré profondément. Je me suis dit « Je suis devant quelqu'un qui ne se discrimine pas ». Pour l'introduction dans la vie de la différence pour mon fils, notre fils, c'était l'idéal. On ne peut pas trouver mieux. Alors il lui a dit « Je suis tout noir. J'ai des yeux ici tout noirs, mais là c'est tout blanc. » Et il faisait bouger ses yeux. Regarde, regarde. Et là, il parlait à un enfant de 2-3 ans. Il lui tire la langue. Il dit « Ma langue, elle est toute rose. Fais voir ta langue. Comme toi. Ma langue, elle est toute rose. » Et puis il lui fait voir le creux de ses mains qui reste clair, très pâle. Il lui dit « Mes mains sont très claires, toutes blanches. Fais voir les tiennes. Toutes roses. On est pareil. » Je l'aurais embrassé parce qu'il avait il avait ouvert la porte à quelque chose qui d'habitude est une porte pas graissée du tout. Ça fait un bruit pas possible quand on l'ouvre parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas vivre, on ne sait pas comprendre, on ne sait pas... Oui, on ne sait pas comprendre vraiment. Apprendre à vivre ensemble. Nos familles, nos belles familles, les personnes qui rentrent dans nos familles, nos amis, ont des attitudes et des pensées, des façons d'être différentes. Bien que l'on dise, tout ce qui se ressemble s'assemble. Taï l'a dit en ce qui concerne le village des Pruniers. Si vous êtes là, c'est parce que vous nous ressemblez, que vous êtes intéressés par les mêmes choses, vous avez envie des mêmes choses, vous souhaitez vivre la vie plus profondément, plus simplement, plus humblement, etc. Donc, dans les familles qui nous sont offertes par nos enfants, essayons de regarder en profondeur tout ce qui est déjà identique, ressemblant, et dans tout ce qui est différent et qui nous gêne, la possibilité de nous ouvrir sur un monde nouveau, sur un monde différent du nôtre. J'ai eu parce que nous avons été élevés, tous là, nous avons été élevés d'une certaine manière, et je ne comprenais pas pourquoi les sœurs ou les frères ne respectaient pas les linges de toilette, les serviettes de toilette. Ils ne s'en servent pas au Vietnam. Ils sèchent tout seuls. Donc, à quoi ça sert une serviette de toilette? Pendant des années, ils ne s'en sont pas servis. Vous comprenez? Et un jour, je vois un de mes frères bien-aimés, je dis bien-aimé, c'est vrai, je l'aime beaucoup, qui était en train d'essuyer l'essieu d'une voiture avec une serviette de toilette neuve. Mais tous mes ancêtres se sont dressés avec des yeux énormes. Mais c'est pas possible ça. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais c'est complètement contraire à tout ce qui est la valeur de toute chose. Là, tous les ancêtres criaient. Et puis, heureusement, on pratique l'arrêt chez nous. Vous aussi. On pratique l'arrêt avec la cloche. Je me suis retirée en moi-même. J'ai respiré. Et j'ai dit, tu vas lui faire du mal. Tu vas le blesser. Il fait ça parce qu'il ne voit pas la même valeur à l'objet qu'il a dans la main. Donc, je n'ai rien dit. Je ne l'ai pas arrêté. Je ne lui ai rien dit. Et puis, j'ai essayé de regarder en profondeur. Pourquoi, mais pourquoi mon frère faisait une chose pareille? Alors que dans des centaines d'autres actions, nous sommes tout à fait en accord. Mais ça ne va pas, quoi. Il y a quelque chose qui tourne pas rond. Ben oui, ce qui tournait pas rond, c'était mon absence de compréhension. Je ne comprenais pas, moi, je ne comprenais pas pourquoi il faisait ça. Et il faisait ça parce que une serviette de toilette, c'est jamais que du coton, ok? Ça peut servir. Voilà. Et qu'il s'en était jamais servi dans son enfance, il s'en était jamais servi dans sa vie.
Il était au Vietnam, ils vivaient dans la chaleur, ils prenaient leur douche quelquefois sous la pluie abondante, comme m'a dit Thaï. Thaï nous a raconté qu'il prenait sa douche quand il était petit sous la pluie. Il se lavait sous la pluie qui tombait fort. Et puis après, la pluie s'arrêtait, il séchait parce qu'il faisait chaud, tout simplement. Alors, à quoi bon une serviette qui prend un temps infini à sécher dans ces pays-là, plein d'humidité dans l'air? Donc, autant s'en servir puisqu'on en a une. Donc, la mécompréhension, la mésentente souvent avec les familles et les personnes qui nous font le bonheur de entrer dans nos familles, qui nous acceptent dans leur famille, de temps en temps pas tellement, j'entends un soupir là, qui nous acceptent dans leur famille, qui n'ont pas fait un veto au mariage, qui ne nous ont pas jetés dehors, qui n'ont pas menacé leur fils de plus jamais les voir, ou leur fille de plus jamais les voir. Ils nous ont acceptés suivant une certaine limite. Mais nous faisons partie de cette famille maintenant aussi. Je sais que ça peut être difficile ou douloureux à entendre pour certaines personnes, mais s'il vous plaît, chaussez les lunettes des pièces rapportées. Essayons de nous glisser, je ne m'exclus pas du tout, essayons de nous glisser à l'intérieur de leur mode de vie, de leur vision du monde, de leurs valeurs, de leur façon d'aimer, de leur façon de nous faire comprendre qu'ils nous aiment. Quelquefois, on ne va rien comprendre, hein? On ne va pas croire du tout qu'on est aimé, hein? Je vous préviens. Pas du tout même. Hein? On a même l'impression du tout le contraire. Et pour eux, aimer, ben, c'est faire ça pour nous. C'est faire un bon plat, par exemple. Puis c'est tout. Mais alors, je lui ai fait un bon plat aujourd'hui. Elle devrait être contente. Je sais qu'elle aime ça, quoi. Puis pour le reste, c'est pas prononcé, c'est pas fait. Mais il y aura eu cette offrande, il y aura eu ce cadeau, il y aura eu... Si on peut voir ça, on est sauvé. Alors il y aura un beau fils, une belle fille, un beau fils, un beau père ou une belle mère dans nos vies. Nous sommes destinés à vivre ensemble. C'est à nous d'ouvrir la porte, de regarder en profondeur, de recevoir leur amour comme ils le donnent et leur poser la question. Est-ce que je t'aime comme tu voudrais être à nos bien-aimés aussi? Est-ce que je t'aime comme tu voudrais être aimé? Quand je fais ça, sais-tu que c'est un acte d'amour pour toi? Quand je mets ton linge au lavage, c'est un acte d'amour pour toi. La dernière chose, et 3 minutes, je vous raconte une histoire. Vraie. Si vous l'avez déjà entendue, réjouissez-vous. On n'a jamais trop fait de l'entendre. Mon bien-aimé me convoque un jour en me disant « Viens ici, j'ai quelque chose à te faire voir ». Quand c'est comme ça, en général, vous êtes tous d'accord, c'est pas terrible. Hein? J'y vais, je vois une chemise blanche posée sur le lit, encore avec le porte-manteau. Il me dit « Il manque un bouton. Souriez ». C'est un jour où il n'allait pas bien, c'était rare. Il était adorable. Bon, oui, merci pour les sourires. C'est comme ça, regarde, il manque un bouton. Ce jour-là, j'ai été, je ne peux pas expliquer. Sans doute que le Bouddha m'habitait sérieusement parce que peut-être que je n'aurais pas réagi comme ça. J'ai fait « Oh, bonjour, jolie chemise, que tu es belle. Tu es toute propre, bien repassée, vraiment belle, hein? Il me semble que je t'ai trouvé que tu étais sale et en boule, vraiment pas agréable. Je t'ai mise dans la machine qui s'en est occupée. J'ai pensé à t'étendre avant que tu ne sois froissée. Et je suis venue te chercher quand tu étais juste à point pour te repasser. J'ai même mis de l'amidon sur le col et sur les manches. Regarde comme tu es belle. Je t'ai pendue dans le placard
avec 6 autres chemises que j'avais repassées. Et je suis désolée, il manquait un bouton. Et je suis partie. Vous avez compris? Pour lui, ce jour-là, il voulait mettre cette chemise-là et pas une autre, et elle n'avait pas de bouton. C'est pas possible de faire des choses comme ça. C'était ma faute. Il y avait une faute dedans. Et comment transformer les choses? Comment apporter les choses avec légèreté, avec gaieté, avec beauté, avec amour, avec compassion? Vous comprenez? C'est facile de vivre ensemble. La communauté vous fait voir. Ah, de temps en temps, il y a des frictions, hein? Ça barde, hein? Mais ça se réconcilie. On fait des nouveaux départs. On recommence. On décide de revivre ensemble dans la joie, dans le bonheur. Attends. Vous le voyez? Vous voyez bien, taille? Ça brille, ça brille. On peut s'incliner devant taille, s'il vous plaît. Tout le monde s'incline devant notre taille. Merci.